Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition Nice Métropole. Bonjour Frédéric. Plaisir réciproque, bonjour Denis. Notre invitée aujourd'hui, Anne Satonnet, vice-présidente Nouvelle Énergie du conseil départemental, conseillère départementale du canton de Vence depuis 2008. Bonjour Anne Satonnet. Bonjour et merci de m'accueillir et de me donner la parole. Anne Satonnet, on va commencer par parler de votre ville, Vence. Quel est, selon vous, le bilan des 5 années de mandat du maire actuel, Régis Le Bigre ? Alors d'abord, j'ai beaucoup de respect pour le maire et pour les élus locaux. C'est un mandat extrêmement exigeant. J'ai 47 autres communes dans mon canton et j'ai beaucoup de respect pour les maires et les équipes municipales. Je pense qu'effectivement, chaque maire a un peu son identité propre. Sur Vence, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui sont organisées à destination des enfants, à destination des habitants. En termes d'animation, il y a, je pense, un bilan qui est assez généreux, assez positif. Sur les projets que Régis Le Bigre a engagés, il avait d'ailleurs travaillé son programme en 2019. Sur une piscine couverte, sur les halles au sein de la vieille ville par exemple. C'était un peu les 2 projets phares de son mandat. Il me semble, mais ça m'appartient, que depuis 2020, le Covid, etc., il s'est passé un certain nombre de choses. Le commerce est en difficulté, donc ce projet est important, mais est-ce qu'il répond exactement aux besoins de la cité historique? Je ne sais pas. Le deuxième sujet, c'est celui de la piscine. Entre le moment où il a été élu et aujourd'hui, il y a à la Colle-sur-Loup un équipement magnifique qui s'est construit, une piscine couverte. Et quand je suis à Vence et que je vais à la Colle-sur-Loup pour aller à la piscine, c'est un peu comme si j'habite Cimier et que je dois me rendre dans une piscine couverte. Je connais mal les piscines couvertes de Nice, mais quelques kilomètres et je suis à la piscine. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est insuffisant ? C'est-à-dire que je me demande surtout si c'est pertinent aujourd'hui de réaliser une piscine couverte, qui est un coût important, plus de 8 millions d'euros, et surtout un coût de fonctionnement important, alors qu'on a un équipement exactement similaire juste à côté. Je crois qu'il faut peut-être davantage travailler de manière globale avec le pays vençois, voilà, et de manière un peu interactive. Les municipales, c'est dans un peu moins d'1 an. Est-ce que vous serez candidate à la mairie de Vence ? Ça fait beaucoup parler, à Vence, votre candidature revient régulièrement dans les conversations, Alors, elle revient plus que dans les conversations, puisque, pour ne rien vous cacher, je suis sollicitée tous les jours. Quand je vais en ville, et je vis à Vence, je fais mes courses à Vence, je suis sollicitée tous les jours. Donc, je suis très attachée à Vence, je suis très attachée aux Vençois, donc oui, je suis candidate municipale. Très bien. Alors, voilà, c'est une info. Qu'est-ce qui motive votre décision, Anne Satonnet ? J'ai foi en cette ville, qui a un très fort potentiel. C'est vraiment une ville exceptionnelle. C'est une ville qui n'est pas dans la grosse conurbation littorale. C'est une ville qui est historique, pleine de charme, 3/5 du territoire en zone naturelle. C'est une ville qui est posée au milieu du moyen pays et donc qui a un potentiel exceptionnel. Donc je crois en cette ville et je pense que ça c'est le côté très positif. Elle présente des fragilités, pas mal de fragilités en ce moment. L'entrée dans la métropole, je pense, était une très mauvaise chose pour Vence, mais c'est un autre sujet dont on débattra. En tout cas, on y est, on ne peut pas en sortir. Et aujourd'hui, il faut absolument avoir un regard et penser cette ville, parce que cette ville a une identité, elle a des besoins, elle a un fonctionnement, et il faut impérativement prendre en compte ces spécificités pour pouvoir avoir un développement harmonieux de Vence. C'est à ça que je veux m'atteler, et c'est pour cette raison-là que je veux être candidate. Le deuxième point, pour lequel je suis très motivée, c'est que je veux défendre notre vision de Vence au sein de la métropole. On va y revenir à la métropole, on va y revenir parce que c'est une question effectivement importante. Il y a des questions très importantes comme ça à Vence, notamment l'immobilier. Il y a plusieurs projets immobiliers qui ont été controversés ces dernières années. Est-ce qu'il faut construire moins ou différemment à Vence ? Les deux. Il faut construire moins. Il ne faut pas répondre aux injonctions de l'État. Et c'est c'est la loi. Aux lois et donc faites référence à la loi SRU. Aux injonctions de l'État qui nous dit qu'il faut
construire davantage de logements sociaux, mais pas seulement, davantage de logements tout court, alors que par exemple, nous avons 600 logements vacants en centre ancien. C'est un exemple, mais il est pertinent parce que est-ce qu'il faut continuer à consommer des territoires pour construire des immeubles qui n'ont aucun lien avec la structure urbaine de la ville de Vence, alors que nous avons déjà sur Vence un nombre important de logements qui sont vacants. Comment on remet ces logements vacants sur le marché alors ? On les remet sur le marché en faisant une opération de rénovation de l'habitat, on les remet sur le marché en incitant les propriétaires à les louer. C'est un travail très fin qu'il faut mener. Je l'avais mené avec une opération que l'on appelait de l'ANRU, une opération OPA. Absolument. À l'époque, c'était avant le mandat de Pierre Marchoux, donc c'est un peu loin, mais ça avait très bien fonctionné. Il faut impérativement travailler sur le logement vacant. Et il faut aussi, lorsque l'on décide, parce que c'est à nous, Vensois, de décider, c'est à l'équipe municipale de décider, et non pas de se laisser imposer toujours plus de construction, alors même que nous n'avons pas de projet de groupe scolaire nouveau, d'une nouvelle école par exemple, d'un terrain de sport, d'une voirie qui va bien ou d'un stationnement qui va bien. Qui manque. Donc on ne peut pas continuer dans ce pays, et c'est un problème national, dans ce pays on ne peut pas continuer à avoir une obligation de construire des logements, des documents d'urbanisme qui sortent aujourd'hui et qui sont contraires, pour moi, à ce qu'est le principe de développement durable inscrit dans la Constitution. Le principe de développement durable, c'est que je ne peux pas sortir un document d'urbanisme si je n'ai pas de l'activité économique, de l'emploi donc, des transports et également, bien entendu, du logement. Et bien aujourd'hui, on nous impose du logement et même si on n'a aucun équipement public, aucune activité, aucun emploi, aucun transport pour pouvoir aller travailler, eh bien c'est pas grave, on peut continuer à accueillir des gens. Attention, l'État impose du logement, pas pour embêter les élus locaux, c'est juste parce qu'il y a une grosse carence de logement en France et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de pouvoir avoir un toit sur la tête, quoi. Eh bien moi... Et notamment avant, il y avait 600 demandes, ça correspond effectivement au chiffre que vous évoquez, 600 demandes fin 2023. Eh bien moi je plaide pour que l'on ait pour deux choses. D'abord, pour que l'on ait des normes de logements sociaux dans l'ancien qui viennent s'adapter au logement ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un appartement où on vous dit « Ah, il n'y a pas suffisamment d'éclairage avec les vitres des logements anciens », parce qu'évidemment, la structure d'un logement ancien n'est pas la même que celle d'un logement actuel. Donc, on nous dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas en faire un logement social ». Mais peut-être qu'il y a des jeunes couples qui seraient ravis d'avoir un logement ancien dans la vieille ville, rénové et mis à disposition. Première chose. Deuxième chose, il me semble que au plan national, le logement social doit également faire l'objet d'un certain nombre de contrôles. Nous avons des logements qui sont occupés aujourd'hui par une personne seule parce que pendant 20 ans, elle a vécu avec sa famille dans ce 4 pièces. Donc la situation des locataires des logements sociaux doit être étudier, évaluer. C'est pas parce qu'on vous donne un logement social qu'on vous le donne à vie. Ouais. On vous le donne pas à vie si votre situation financière change, on vous le donne pas à vie si vous n'avez plus vos enfants à charge. Cette solidarité, elle doit s'exercer sur le logement social aussi avec les gens qui sont bénéficiaires de logements sociaux. Alors revenons sur la métropole Anne Satonnet. Vous nous dites l'entrée dans la métropole de Vence n'a pas été une bonne chose. Pourquoi ? Et est-ce que c'est une mauvaise chose en raison de la politique de la métropole ou parce que c'est Christian Estrosi qui la préside ? Non, ce n'est pas une question forcément de personne. L'entrée dans la métropole a été faite bien avant Christian Estrosi, puisque c'était Jacques Perrat qui l'avait accepté avec le préfet Garnier à l'époque. Donc l'entrée dans la métropole a été une mauvaise chose parce que c'était à l'époque d'ailleurs la CANCA, c'était pas la métropole, c'était une communauté d'agglomération. C'était pas le même type de communauté d'agglomération. Voilà. Donc, quand nous sommes rentrés dans la CANCA, nous nous sommes retrouvés, le pays vensois s'est retrouvé scindé avec la commune de Tourette, la commune de Saint-Paul, la commune de Villeneuve-Loubet. Je rappelle que le maire de Villeneuve-Loubet était notre député, etc. Nous nous sommes retrouvés, alors qu'on est toutes des communes autour du massif de la Cine, et avec une histoire commune et une histoire économique, géographique et économique liée à Grasse et au parfum. Eh bien, nous nous sommes tout d'un coup retrouvés avec Nice. Ça n'avait pas de sens, mais pour faire une communauté d'agglomération de 500 000 habitants, il fallait absolument ajouter Vence, qui faisait à l'époque à peu près 20 000 habitants. Donc, c'était des raisons qui étaient toutes sauf des raisons d'intérêt général. Et je me suis battue jusqu'en Conseil d'État personnellement pour essayer d'éviter cette insertion de Vence dans la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur. Ensuite, la communauté d'agglomération s'est transformée en métropole, en communauté urbaine, puis en métropole. Et là, on a
intégré, puisque c'est l'obligation légale, on a intégré de plus en plus de compétences. C'est-à-dire que la plupart des compétences de Vence, enfin des villes, ont été transférées à la métropole. Et des exemples pour que nos téléspectateurs comprennent bien. L'urbanisme, le tourisme, le PLU, bien sûr la voirie, les poubelles, etc. Ouais. Il y a un problème de fond et de compréhension sur ce qu'est une métropole ou sur ce qu'est une communauté d'agglomération. L'intercommunalité a voulu que l'on se regroupe pour mettre en commun des moyens au service des communes. C'était intelligent d'ailleurs, de dire on va mettre en commun les poubelles, la voirie, on va mutualiser, on va essayer de dépenser moins. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec les métropoles notamment, c'est qu'on a vidé les communes de leurs compétences en les donnant à une structure qui, et là peut-être que la personnalité effectivement des acteurs de la métropole rentre en jeu. En l'occurrence Christian Estrosi, qui d'ailleurs est celui qui a voulu le passage en communauté urbaine, puis le passage en métropole. C'est lui qui a voulu toujours plus de compétences, toujours plus de moyens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la ville-centre. Ça veut dire que tout profite à Nice, quoi. Tout est rassemblé à Nice. Ce que je veux dire, c'est que les compétences qui sont celles des communes, elles restent celles des communes. Les services de la métropole devraient être les services des maires, ne devraient pas être les services de la ville de Nice, ou les services de la métropole, qui n'est pas une nébuleuse en suspension au-dessus du territoire. La métropole, ça n'est pas une collectivité, je le rappelle à chaque fois, c'est un établissement public au service des communes. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut impérativement changer la gouvernance et la transparence du fonctionnement de l'intercommunalité, notamment de la métropole. Et pour Vence, ça a été vraiment très négatif, parce que peut-être que, et là je reviens un peu sur la municipalité, puisque tout à l'heure vous m'interrogez sur la municipalité. Aujourd'hui, on ne peut être un maire efficace que si l'on fonctionne main dans la main avec les institutions. Il faut fonctionner avec le département, il faut fonctionner avec la métropole, il faut plus que fonctionner avec la métropole, il faut passer la moitié de son temps physiquement à la métropole. Moi, je vous dis, les services de la métropole, demain, si je suis maire, les services de la métropole sont mes services. Ils vont voir tous les jours. Autant que ceux du maire de Nice. Bien sûr qu'ils vont nous voir, puisque tout ce qui se passe en matière d'urbanisme, de poubelles, de nettoyage, de tourisme, d'office de tourisme, se passe à la métropole. Ce que vous dites en creux, c'est que Régis Lebigre n'a pas assez pesé pour se faire respecter, pour faire respecter Vence auprès de la métropole. Ce que je dis, c'est que pour être aujourd'hui, dans la métropole, un maire efficace, il faut une expertise des dossiers, premièrement, et deuxièmement, il faut un poids politique. Et je suis persuadée qu'un maire, vice-président du département, pèsera davantage à la métropole. Le maire de Grasse, par exemple, est également président du département. Ce fonctionnement main dans la main, et le département est une collectivité qui travaille en couple avec les communes, eh bien, c'est un fonctionnement qui est très important. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas candidate contre X ou Y, je suis la seule aujourd'hui à dire que je suis candidate. Régis Lebigre, je crois, n'est pas décidé encore s'il sera candidat ou pas. Je sais qu'une grande partie de son équipe ne veut pas repartir. Peut-être sera-t-il candidat, ça lui appartient, et c'est légitime, et chacun peut l'être. Vous serez candidate sous quelle étiquette ? Alors, je serai candidate pour les Vensois, avec les Vensois. C'est un très beau challenge. J'ai énormément de Vensois qui me rejoignent, notamment de jeunes Vensois, de nouveaux talents qui me rejoignent, qui me demandent d'y aller. Il n'y aura pas d'étiquette politique, ce que vous êtes en train de nous dire. Hein. Alors, je ne dis pas. Vous êtes moi, j'ai une étiquette politique. Ouais, moi, j'ai une étiquette politique. Tout le monde la connaît. Je n'avance pas masquée. J'ai toujours été une femme plutôt de droite. J'ai été longtemps avec Jean-Louis Borloo. J'ai été à LR ensuite, quand Jean-Louis Borloo a quitté le Parti radical. Je suis aujourd'hui membre du comité stratégique du Parti Nouvelle Énergie de David Lisnard. Donc j'ai toute la confiance de David Lisnard, on est proches, on travaille ensemble depuis longtemps. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime au plan intellectuel comme au plan humain. C'est quelqu'un vraiment qui a de très grandes qualités, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Et je suis dans son parti. Pour autant, Vence et l'élection municipale, c'est une élection qui se joue entre les Vensois et moi, et pas au plan national. Voilà. Donc je ne mélange pas tout. J'ai la confiance de David Lisnard, mais voilà.
l'élection avance, c'est une municipale, c'est une petite ville, mais c'est une vraie ville. Et ça aussi, je pense que la métropole l'a un peu oublié quelquefois. Une vraie ville qui sert tout un secteur de village tout autour et qui a besoin d'être pilotée, y compris au sein de la métropole. En 2014, vous avez déjà été tête de liste, vous aviez fusionné à l'époque entre les deux tours avec celui qui allait être maire par la suite, Loïc Dombreval. Est-ce que ça a été une expérience douloureuse et qu'est-ce que vous en retenez ? Oui, ça a été une expérience douloureuse, surtout pour Vence, évidemment pour moi, je ne peux pas vous dire le contraire. Il y avait une mésentente entre vous. Enfin, il y a eu un accord qui a été passé. Il devait être maire et moi première adjointe et vice-présidente du département. Et j'envisageais à l'époque d'être candidate aux législatives. Bon, vous avez connu la suite. J'ai été candidate aux législatives comme convenu. 2 heures avant la clôture des inscriptions, Nice Matin m'appelle en me disant « Madame Satonnet, est-ce que vous savez que votre maire est candidat contre vous ?» Bon, alors évidemment, c'était l'époque de l'élection de Macron. Christian Estrosi souhaitait qu'il y ait un candidat qui représente le parti du président. Voilà l'histoire, on ne va pas y revenir. C'est une mauvaise période pour Vence. Je pense qu'ensuite... Ça veut dire que vous prenez des engagements sur les fusions de listes entre les deux tours, il n'est pas question de fusionner ? Oui, non, ça c'est terminé. Oui, c'est clairement terminé. Mais j'espère vraiment, je sens qu'il se passe quelque chose. Il y a un mouvement qui est très fort de gens qui me sollicitent. Donc, je pense sincèrement que la question ne doit pas se poser. À un moment donné, on part avec une équipe, on part avec un projet, on part avec des convictions, et je vous l'ai dit... proposer pour Vence un développement harmonieux, c'est mon métier. Je suis juriste en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement et des risques, donc c'est un peu mon cœur de métier. Je veux proposer ce développement pour Vence et je veux proposer aussi une équipe qui ira défendre la vision de Vence à la métropole. La question que les Vensois doivent se poser, c'est qui va nous représenter à la métropole. C'est ça la clé aujourd'hui, puisque l'essentiel des compétences est à la métropole. En 2020, vous n'étiez pas présenté au municipal, vous n'étiez pas en revanche présenté au sénatorial. Est-ce que vous excluez de l'être à nouveau candidate au sénatorial si vous êtes maire de Vence ? Ah, si je suis maire de Vence, bien entendu, je l'exclus, puisque les sénatoriales ont lieu l'année suivante. Enfin, je ne vais pas dire aux Vensois, je viens vers vous, je me présente pour être votre maire, et puis m'en aller au bout d'un an. Il n'en est pas question. Est-ce que vous envisagez d'ajouter donc une liste aux 2 autres potentiels qui sont déjà à droite, donc celle du maire, celle de Patrick Scalzo, ça veut dire qu'il y aurait peut-être potentiellement 3 listes à Vence. Est-ce que c'est pas un boulevard que vous ouvrez à l'extrême droite, parce qu'on parle aussi d'une liste Rassemblement National ? Alors, d'abord, pour l'instant, je suis la première à exprimer ma candidature. Donc je ne sais pas ce qui se passera, je ne sais pas si les autres listes, quel sera comment se présenteront les autres listes. Vous savez, à Vence, on a l'habitude d'avoir un nombre très important de listes. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bon, là, j'espère et j'appelle de mes voeux que les Vensois se recentrent un petit peu et qu'on n'ait pas justement à nouveau 7, 8, 10 listes. On a eu, je crois, jusqu'à 10 listes. Bon, alors, quant à l'extrême droite, écoutez, je ne sais pas, le député, lui, il n'est pas Vensois, à ma connaissance, il vit à Valoris. On le voit beaucoup à Vence. On le voit beaucoup à Vence, mais il fait son job de député, voilà, il le fait à sa façon. Je n'ai pas à commenter la manière dont il fait son job de député. En tout cas, sur la forme, il fait le job. Sur le fond, on a d'autres, peut-être, sujets de désaccord. Mais en tout cas, je crois que les Vensois souhaitent un maire qui soit dans la proximité. Moi, je suis une élue de proximité. J'ai un canton immense, que je partage avec Charles Anginesi. 48 communes. 48 communes, mais surtout un tiers du territoire du département. Donc c'est vraiment considérable. Mais je suis une élue de proximité. Moi, je pense qu'on ne représente bien que les gens que l'on fréquente. Et je fréquente les gens au quotidien parce que c'est comme ça que je peux les représenter. Anne Satonnet, vous êtes vice-présidente du département chargée des risques. Le 18 mars, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,1 degrés sur l'échelle de Richter a été fortement ressenti autour de Nice. Est-ce que le département travaille sur ces sujets et est-ce qu'on est prêt pour un séisme de plus grande importance ? Oui, le département travaille sur ces sujets parce que c'est la première fois dans ce département qu'il y a une vice-présidence au risque et que Charles Anginesi m'a confié. Nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons mis en place une unité de gestion de crise au sein du département.
Nous travaillons de manière extrêmement régulière et récurrente avec les services concernés, c'est-à-dire les services du préfet, coordonnateur de gestion de crise, les services du SDIS, bien entendu, de Force 06, le SAMU, c'est quoi tous les grands opérateurs risques sur lesquels vous travaillez? Alors, le problème de ce département, c'est qu'il est concerné par tous les risques. Et dans le titre Alpes-Maritimes, on comprend aussi que la géographie fait qu'on est concerné par tous les risques. Quand je dis tous les risques, c'est tous les risques naturels, évidemment, avalanche, tsunami, inondation, incendie, chute de blocs, séisme, mais aussi le risque sanitaire, on l'a vécu, donc on s'y prépare également. Et on a pu être réactif au moment du Covid avec des vaccins, rappelez-vous, avec des masques, etc., etc. Et également le risque social, le risque terroriste, avec les attentats, malheureusement, que nous avons vécu par 2 fois à Nice, à la fois à Promenade des Anglais et dans la cathédrale. Donc, oui, on travaille de manière récurrente, et c'est mon job au département, avec les équipes. Nous venons... Alors, en matière de risque, il y a, à mon avis, 2 maîtres mots. Le premier, c'est d'anticiper. C'est vraiment extrêmement important. Donc, on fait des exercices de gestion de crise avec les services de l'État en préfecture, où on mobilise toutes nos équipes, j'allais dire pour de vrai, permettez-moi l'expression, et comme vous l'avez vu d'ailleurs, on l'a vu dans vos colonnes, je crois aujourd'hui ou hier, sur l'exercice de crise qui a été mis en place pour simuler un attentat, je crois, à Menton. Donc on fait ces exercices de manière récurrente. Et puis dans le département, donc on a, en matière d'anticipation, on a quand même créé la brigade de Force 06, qui est considérable. On a créé également le SMIAG, le syndicat mixte de gestion des inondations. On a créé depuis 3 jours, on l'a lancé il y a 3 jours, la réserve départementale. On a 155 agents du département prêts, équipés, concernés, formés, prêts à réagir demain en cas de séisme, inondation, etc. Et puis l'innovation. L'innovation, c'est les moyens technologiques que l'on a développés depuis 2 ans. Alors, on a développé des valises des valises satellites, de connexion satellite, qui permettent d'aller dans des endroits par hélicoptère et de reconnecter des territoires qui ont été déconnectés. Maintenant, l'essentiel va être d'acculturer les gens, de les sensibiliser. Et le séisme que nous avons eu il y a quelques jours doit nous permettre justement de rappeler aux gens ce qu'il faut avoir chez eux comme crise, etc. Ça marque les esprits. On va parler d'un autre séisme politique, celui-là. Le 3 décembre, vous tweetiez que l'ex-premier ministre Michel Barnier, un homme solide et responsable, écriviez-vous, était face à la meute des extrémistes déterminés à provoquer le chaos. Alors, le chaos, sous-entendu la motion de censure votée le lendemain, notamment par les 3 députés de l'Union des droites pour la République des Alpes-Maritimes. Après ça, est-il cohérent pour vous de continuer à siéger au conseil départemental dans le même groupe que ces extrémistes, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire Éric Ciotti, Christelle Latorny et Bernard Schex? Alors, d'abord, le problème du groupe du département dont vous parlez, il fait suite à la décision ubuesque d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes. Ça a provoqué le chaos partout, et notamment, évidemment, au plan national et chez LR, comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, face à cette difficulté, et il n'est pas question d'esquiver le sujet, c'est une difficulté. Je me suis déjà exprimée dans vos colonnes sur ce que je pensais ou pas du sujet et de la manière dont les choses s'étaient faites, sur le fond et sur la forme. Ce que je veux dire, c'est que Charles-Ange Ginésy a fait preuve de modération et de sang-froid, comme d'habitude d'ailleurs, et il a réussi, et c'était à concilier pas gagné, il a réussi à préserver les grands équilibres de ce département et à préserver le groupe majoritaire, qui est un groupe solide, qui est un groupe responsable et qui est un groupe départemental. À prix de quelle hypocrisie? À Paris, ils font tomber le gouvernement que vous soutenez, et ici, on ferme les yeux. Enfin, c'est une hypocrisie totale. Non, parce que ici, comme vous dites, on est sur des compétences qui sont les nôtres au niveau du département, c'est-à-dire les solidarités territoriales et les solidarités humaines. Et sur ces 2 sujets-là, qui sont vraiment les 2 piliers du département, nous sommes capables, entre nous, d'être d'accord sur notre vision du département, sur notre vision de l'aménager, sur notre vision d'accompagner dans la solidarité humaine et dans la solidarité territoriale. Et on travaille ensemble sur le RSA, on travaille ensemble sur les mineurs non accompagnés, on travaille ensemble sur les villages qu'il faut équiper, sur la politique énergétique, etc. Donc on travaille bien ensemble. Est-ce qu'il fallait détricoter
tout ce système extrêmement équilibré, responsable, raisonnable, avec un budget qui est toujours, et je voudrais le rappeler ici devant vous, toujours un budget qui est à la hauteur des enjeux de ce département. Est-ce qu'il faut détricoter tout ça parce qu'on a une injonction de la part, notamment, disons les choses, d'un groupe niçois qui est de notre opposition au département et qui se permet encore, il y a 10 jours, c'est eux qui viennent de voter contre le budget 2025, contre le budget de la culture, contre le budget du SDIS, contre le budget du foyer de l'enfance. Alors moi, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là, et que dans la mesure où notre majorité reste forte et unie, eh bien on doit tout faire pour la préserver. Et je remercie Charles Ginesi de sa capacité à fédérer. Éric Ciotti a bien fait de quitter les Républicains pour créer ce parti et susciter cette union des droites que vous êtes beaucoup à appeler de vos voeux, mais qui jusqu'ici patinait. Il est le premier à créer ça. Est-ce que il a eu raison, et pourquoi ne l'avez-vous pas rejoint finalement ? Je ne l'ai pas rejoint parce que je vous l'ai dit dans vos colonnes, je ne partage ni le fond ni la forme de la manière dont les choses se sont faites, et que je n'ai pas de raison de rejoindre. Je suis dans un parti qui me convient parfaitement, je suis à Nouvelle Énergie, je pense que David Lisnard porte un projet qui est remarquable, un projet qui est libéral, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs de l'extrême droite, qui porte un projet social-étatiste d'une manière générale, et donc je me retrouve dans le mouvement de David Lisnard, et je n'ai aucune raison d'adhérer à l'UDR. C'est dommage que David Lisnard n'ait pas été candidat à la présidence des Républicains. Non. Je pense que c'est pas dommage qu'il n'ait pas été candidat. Je pense que David a son propre parti, son propre projet. Il est membre de LR comme beaucoup d'entre nous, mais il a un projet singulier. Il a une personnalité également singulière. C'est quelqu'un, moi j'ai toujours vu du plus loin que je me souvienne dans nos réunions de travail depuis 2008 que nous sommes élus ensemble, une tête qui dépasse. C'est quelqu'un qui a une capacité de travail exceptionnelle, et c'est quelqu'un aussi qui a une largeur de vue et une compétence politique dans des domaines extrêmement divers, ce qui n'est pas toujours le cas au sein par exemple de LR. David pourra aussi bien avoir un avis extrêmement construit et sérieux sur l'écologie, sur l'éducation, sur la diplomatie internationale. Et moi, je pense qu'on a très peu d'hommes politiques aujourd'hui qui sont capables d'avoir cette vision large et ce spectre-là. Est-ce que Nouvelle Énergie pourrait être longtemps compatible avec les Républicains ? Eh bien écoutez, on verra aussi ce que donne cette élection, mais tant que les Républicains seront effectivement sur une ligne libérale, sur une ligne... vous savez, c'est très difficile de répondre. Est-ce qu'on pourra longtemps ? Oui, moi ce que je pense, et je pense que David a raison en disant qu'il faut faire une primaire ouverte de la droite, il faut qu'il y ait des projets. Quand on aura un projet à LR, et à Nouvelle Énergie, nous sommes en train d'élaborer un projet qui sortira sans doute après les municipales, mais qui est déjà extrêmement abouti, un projet de réduction des dépenses publiques, un projet de libéralisation, à la fois libérer les entreprises, libérer les collectivités territoriales, redonner des marges de manœuvre, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est pas chez LR, c'est chez Nouvelle Énergie. Voilà. Vous n'êtes plus adhérente LR, pour autant, c'est Bruno Retailleau que vous soutenez. Vous êtes toujours adhérente ? Toujours adhérente. Ah pardon, pour moi. Oui, on est un certain nombre à être adhérent à LR et à être adhérent à Nouvelle Énergie. Et vous êtes le soutien de Bruno Retailleau, c'est-à-dire que pour l'élection, pourquoi Bruno Retailleau ? Pourquoi lui plutôt que Laurent Wauquiez ? Parce que je pense que Bruno Retailleau a, d'abord, il fait preuve de courage politique, il a des convictions, il sait les mettre en avant, et surtout, il a fait preuve déjà depuis très longtemps d'une capacité de travailler en équipe, notamment au Sénat, quand il était président du groupe. C'est quelqu'un qui est capable de fédérer. Voilà, plus que Laurent Wauquiez, quoi. À mon sens, oui. Ouais. Pour autant, il y a un truc dont on parle jamais, c'est quand même les positions sur les questions sociétales de Bruno Retailleau. On sait qu'il a des positions très conservatrices sur l'IVG, sur le mariage homosexuel. Ça, c'est des choses qui vous dérangent pas ? Écoutez, j'espère qu'il a évolué sur ces positions-là. Je pense que les positions... vous savez, le monde change très vite quand même. Hein, et les positions des hommes politiques sur un certain nombre de sujets de société, parfois, allez, je vais le dire, peut-être peuvent nous faire aussi un peu sourire. Et moi, je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait la parité quand même dans beaucoup d'instances. Alors, il n'y a pas encore la parité au Parlement, mais je suis très heureuse de ça. Parce que la droite s'est battue contre. Sur les grandes questions de société, je pense que c'est quand même important, hein, quand on parle de la fin de vie, quand on parle de l'avortement, comment on peut parler de ces sujets, par exemple, sans les femmes. Donc voilà, donc je pense que les hommes, en qui vous espérez que Bruno Retailleau a évolué sur ces questions-là ?
aussi parfois d'évoluer sur un certain nombre de On ne sujets. sait pas parce qu'il ne s'exprime pas dessus. On n'est pas non plus obligé d'être d'accord sur tout. Il faut regarder aussi parfois ce qui nous rapproche le plus d'un point de vue économique, d'un point de vue du régalien. Par exemple, sur le régalien, c'est quelqu'un qui a des positions qui me conviennent. Voilà. Après, bon, peut-être qu'il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Alors, une dernière question d'actualité. Comment réagissez-vous aux 7 ans de prison ferme requis par le parquet national financier à l'encontre de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, c'est quand même très difficile de réagir à ce qui est requis. Hein. Voilà, si demain il est condamné, peut-être que je pourrais vous en dire plus, mais bon, voilà, c'est très compliqué. Je n'ai pas les éléments du dossier, je connais mal ce dossier. Bon, bien entendu, je pense que quand on est élu, on doit être quand même un peu irréprochable sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que quand on voit qu'un élu dans une petite commune peut se retrouver quasiment inéligible pour un dérapage de campagne, etc., et que bon, donc on doit donner l'exemple quand on est au niveau de Nicolas Sarkozy. Après 7 ans, c'est vrai que si on compare 7 ans d'un côté à ce qui a été requis aussi hier pour des raisons de viol, ou d'abus sexuels de la part 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Gérard Depardieu. Voilà, il y a des choses qui nous paraissent un peu incohérentes, mais bon, voilà, je ne peux pas juger, je ne connais pas bien le dossier ni le fond du dossier. Ce qui est certain, c'est que 7 ans de prison, c'est beaucoup. Je ne sais pas ce qui ressortira du jugement, finalement. Alors, avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Émilie Satt, une de vos filles, a représenté la France à l'Eurovision en 2018 avec une chanson, Merci, qui a beaucoup fait parler, prônant l'accueil des migrants. Vous appartenez à un camp politique qui milite pour une forte réduction en la matière. Est-ce que ça a suscité des dîners houleux dans la famille Satonnet ? Pas du tout. Ce qui a suscité des discussions, et c'était drôle, c'était le fait que justement, parfois, on l'interviewait en lui disant « Mais comment ça se fait qu'avec la mère que vous avez, qui est élue à droite ?» Enfin, voilà, c'était très drôle d'ailleurs, ces discussions. Non, il n'y a eu aucun dîner houleux. Mes enfants, j'ai 3 enfants, ils ont été élevés avec des valeurs morales importantes, avec des valeurs de solidarité. Voilà, c'est pas parce qu'on accueille les gens qu'il faut accueillir tout le monde. Je comprends aussi qu'aujourd'hui, bien entendu, on ne doit pas continuer à laisser entrer autant de migrants qu'on en a laissé entrer ces dernières années. Je pense que les personnes qui dérapent ou font des erreurs ou pire, doivent être renvoyées dans leur pays d'origine, bien entendu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sensibilisé à une question, effectivement, quand on voit la naissance d'un enfant sur un bateau. C'est ça qui a sensibilisé Émilie, c'est la naissance de cet enfant sur le bateau. Je crois que Grégory Leclerc était présent, et ça a effectivement toucher tout le monde. Quand on est artiste, ma fille, elle est auteure-interprète. Donc, quand quelque chose la touche, elle écrit une chanson. Elle a écrit une chanson il y a quelques années, je ne trahis rien en le disant, elle a fait une fausse couche, elle a écrit une chanson sur le sujet. Voilà, quand on est touché par quelque chose, on va écrire un texte. C'est pas pour autant qu'on prend une posture politique. Voilà. Et la question des migrants et des étrangers, je pense que c'est un sujet de solidarité. C'est un sujet aussi assez perso. Moi, j'ai accueilli chez moi une famille ukrainienne il y a 3 ans. Ouais. Le papa, malheureusement, est décédé. Il était arrivé souffrant et il est décédé. Mais la maman est toujours chez moi. Voilà. Donc, les valeurs humaines et les qualités, elles sont, je pense, indépendantes aussi de l'appartenance politique. Merci beaucoup Anne Satonnet, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin et à Bruno Bernard, notre correspondant Avance, pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.